Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Harry Aurélien, partie 2 Yes. de notre échange, de nos discussions. Vous êtes amoureux depuis 20 ans, Oui. en gros. Enfin, pas en gros, c'est quand même l'essentiel. Un peu plus même maintenant. On a raconté dans un peu plus. 20 ans et demi. On a raconté dans l'épisode 1 la genèse, les bases, comment vous rencontrez, etc. Et moi, j'avais envie qu'on creuse sur votre conception du couple ouvert. C'est quoi aujourd'hui vos règles du jeu du couple ouvert? Est-ce que vous sauriez me les mettre en mots? Oui. On peut faire presque tout ce qu'on veut, je crois. À peu près. Sexuellement. Sexuellement. Ouais. Sexuellement, Vous n'êtes pas polyamoureux. Vous pouvez pas tomber amoureux. En fait, c'est très difficile à y répondre parce que je pense qu'on pourrait l'être, mais je suis pas sûr qu'on pourrait pas avoir la même relation avec quelqu'un d'autre que ce qu'on a avec ce que j'ai avec Harry. Oui. Je pense que je pourrais pas avoir l'amour que j'ai pour Harry et l'engagement que j'ai pour Harry, et le couple que j'ai pour Harry. J'ai du mal à transposer avec quelqu'un d'autre. Après, je pense qu'avoir un amant, avoir quelqu'un qu'on pourrait voir régulièrement, ça clairement c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Donc c'est quelque chose qui maintenant dans notre couple pourrait clairement arriver. Ok. Voilà. Quelques mois avant votre mariage, il y a un plan A3 Ouais. qui change tout. Ouais. Vous voulez le raconter? Ouais. Je commence, tu commences? Je commence et après je te laisse enchaîner. D'accord. Donc du coup, il y a vraiment, on va dire, un avant, un après. C'est-à-dire qu'avant, on avait une conception du couple qui faisait qu'on se disait tout et on tolérait tout. On tolérait le sexe, puisqu'on dissociait vraiment le sexe avec les sentiments. Ce qui est différent aujourd'hui, puisque aujourd'hui, Aurel vient de parler de éventuellement polyamour, et donc je pense qu'on accueille les sentiments, même s'il y a du cul et qu'il y a peut-être des crushs, on accueille ces crushs. Voilà, et ça, c'est... C'était pas le cas au début. C'était pas le cas au début, mais je pense que maintenant que ça fait 20 ans, c'est quoi un crush à côté de 20 ans de couple, quoi. Donc pour nous, les crushs ne nous inquiètent absolument pas, et au contraire, on les vit à fond parce que je sens qu'il y a même une connexion. Moi, je suis très sensible aux connexions humaines, en cul et aussi en sentiment, quoi. Enfin bref, et donc avant ce plan A3, il se trouvait que c'était plus moi qui était un peu aventurier et qui allait un peu découvrir plus que Aurélien. C'est ça, c'était le couple ouvert que d'un côté. C'est ça, en fait. Alors C'est que vraiment, j'en avais pas l'envie d'aller voir ailleurs. J'avais pas l'opportunité peut-être. Enfin, je cherchais pas l'opportunité d'aller voir ailleurs. Et je pense qu'on a des personnalités différentes. Moi aussi, je suis quelqu'un de dragueur, donc et je sors beaucoup plus en boîte de nuit, par exemple, que Aurel. Et donc le fait de sortir et d'être à l'aise avec des garçons, il y a forcément plus d'opportunités. Et je disais pas non aux opportunités. Parfois oui, parfois non, comme je le sentais. Et quand je rentrais à la maison, j'en parlais à Aurel. On s'excitait, ça nous excitait. Ça, c'est la règle du jeu. Faut qu'on se dise tous les rapports sexuels qui ont eu lieu. C'est vraiment la règle du jeu. Comme on disait, je crois, à l'épisode 1, c'est que se tromper, pour nous, c'est mentir. Donc, pour nous, on veut pas se tromper. Au contraire, il faut qu'on se dise tout. Et aussi, il y a quelque chose qui était très important, mais même encore aujourd'hui, c'est le côté un peu sanitaire, j'allais dire. Le côté IST. C'est-à-dire que si tu vas voir ailleurs, j'aimerais bien savoir, au moins pour savoir si tu t'es protégé ou pas. Enfin là maintenant, on prend la PrEP, donc ça va. Mais c'est vrai qu'avant, c'était très important, ça, le fait de ne pas prendre de risques en dehors du couple. Parce que, ou si tu prends un risque, en tout cas, tu en parles, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous prenez tous les deux. PrEP, c'est bloqueur de VIH. Ouais. Vous le prenez, et donc, cette peur des IST ne... Ouais, alors on a toujours des IST avec la PrEP, puisque ça ne bloque que le VIH. Mais au moins, je crois qu'on s'autorise encore plus d'aller voir ailleurs avec la PrEP. Oui, parce que après, vous soignez vos IST. Ouais, c'est ça. Si besoin. Et on prend la PrEP ponctuellement, quoi, que quand il y a... Ouais. Et après, je te laisse enchaîner, puisque là, le jour arrive où Aurel
commence à aller voir ailleurs aussi. Mais juste avant ça, du coup, pendant 10 ans, vous vous mettez d'accord sur un couple ouvert qui n'est utilisé que par toi, Harry. Alors, Et juste pour finir avec toi, Harry, moi, je me sentirais mal. Toi, tu le vivais Je suis comment ? assez d'accord. Je me suis senti mal de temps en temps. C'était pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, c'est un bisou. Après, tu fais un peu plus. Après, Enfin, tu vois, c'était au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que c'était de plus en plus que moi qui faisais des choses. Et c'est même les autres qui nous rendaient mal, parce que moi j'étais avec Aurèle, on était bien. Aurèle il me dit vas-y, tu fais ce que tu veux. Moi en plus de ça m'excite. Donc en fait, dans notre couple, on était bien. Et quand tu disais que je me sentais mal, je pense que c'était plus au regard des autres. Parce que je devais me justifier auprès de mes propres amis qui me disaient mais attends, mais votre couple, je comprends pas. Et là, je suis obligé de me dire non, mais vous inquiétez pas, nous on le vit bien. Tu vois, c'est vrai que je justifie que même Aurèle justifiait auprès de mes potes. Mais après, pour revenir aussi, une des premières fois où il a été voir ailleurs, ça a quand même failli. Ça aurait pu être la rupture de notre couple. Donc ça, c'était 3 ans après votre rencontre, vous avez failli rompre. On a failli rompre, ouais. Alors c'était pas à cause qu'il a été voir ailleurs, c'était pas d'autres soucis de. Je pense qu'Harry remettait en question le couple. Et parce que le couple libre, c'est dès le début. Vous actez cette règle du jeu. Ouais. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est toi, Aurélien, pourquoi tu actes une règle que tu n'utilises pas ? Il y a plein de règles qu'on utilise, qu'on a et qu'on n'utilise jamais. Mais raconte. Voilà. Moi, c'est juste que tu prenais soin de quoi en voulant vivre dans un couple libre sans toi En fait, j'ai jamais. Alors, je suis pas jaloux. C'est quelque chose qui m'a toujours gêné, les gens jaloux. Donc c'est quelque chose qui me. J'aime pas la possession. Enfin, je suis pas quelqu'un qui considère que c'est mon homme, mon mari, mon. Moi, c'est des mots qui j'ai toujours un peu de mal avec ce côté possessif. Donc en fait, quand Harry, on est en couple ensemble, mais il est libre de faire ce qu'il veut. Et je suis libre de faire ce que je veux. Donc c'était plutôt ça. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Si ça lui convient d'aller voir ailleurs, Oui, mais il y a 20 ans, le couple libre, ouvert, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Oui. Toi, t'es au tout début, c'est ta première relation. Tu nous sors des militaires, là. Enfin, c'est quand même assez particulier de dire, et je trouve ça, il n'y a pas un jugement sous mon propos. Je cherche à comprendre. Toi, c'est dans ton rapport au monde, tu veux. J'ai toujours pensé comme ça. Alors, la liberté. Est-ce que moi, je suis l'aîné de 5 enfants. On a toujours partagé. J'ai toujours dû partager mes jouets, mes machins, mes trucs. Et donc, je me suis dit... Harry est un jouet. Je partage Harry. C'est un très bon jouet. C'est un bon jouet. Mais j'avais un autre préjugé, c'est que toi, c'est ton premier homme, Harry, et non Marie. C'est pas le même prénom. Et du coup, moi, j'aurais eu le préjugé que tu avais envie que ça soit ouvert parce que tu avais conscience que tu avais envie d'explorer d'autres corps que celui d'un seul homme. Alors, probablement, mais vu que je l'ai pas fait, donc 10 ans, donc j'étais pas vraiment. En fait, c'était T'es chaud quand tu dis probablement. Parce que je suis là. Tu parles de toi. Pourquoi tu Parce que je suis jamais certain de ce que je pense, c'est pour ça. Mais je remets toujours en cause. Il faut toujours remettre en cause. Tu remets en question. Ouais. Mais voilà, donc En tout cas, de base, ça te va. Ouais, de base, ça me va. Moi, et de base, il est libre. En fait, avant même d'être avec Harry, je me suis toujours dit, mais pourquoi les gens s'emmerdent à vouloir posséder quelqu'un. Quand je voyais mes amis qui partaient en cacahuète parce que leurs copains avaient été voir d'autres personnes, même pas. Alors, j'ai toujours trouvé que la jalousie était quelque chose qui me paraissait futile. Ouais, t'avais pas envie de ça, quoi. Voilà, j'ai pas envie de ça. Hop, balayons ça tout de suite. Et s'il a envie de s'amuser, moi, en fait, vu que c'est un amusement, le sexe, c'est comme si moi j'allais faire un match de foot. Ouais. Moi j'aime le foot, et donc je vais faire un match de foot avec mes potes, je m'éclate. Voilà, c'est pareil que quand il va faire du sexe ailleurs ou qu'il va au cinéma avec quelqu'un d'autre. Et en plus, ça t'excite, disiez-vous. Donc vous l'utilisez comme un fuel, comme une essence. C'est vrai que la première fois quand il se passe ça, c'était quand tu arrives à voir quelqu'un d'autre. Je sais pas si quand il l'a fait c'était vraiment consciemment s'il cherchait peut-être la rupture dans notre couple parce que c'est quoi cette histoire alors de remise en question, Harry? Déjà j'avais plus de taf, je pense que ça jouait vachement parce que j'étais pas bien, je recherchais un petit peu ce que je voulais faire dans ma vie. J'avais 23 ans et puis aussi dans notre couple je sais plus, en fait c'était il y a longtemps tu vois, et je sais plus exactement, c'était un peu bancal et je crois que je voulais aussi un peu tester le couple. J'étais un peu foufou, un petit peu provoque,
Et donc, j'ai été voir ailleurs sans lui en parler. Je voulais un peu détruire, un peu comme un gamin qui voulait s'amuser à provoquer pour voir jusqu'où ça peut aller. Et tu vas voir ailleurs, t'as le droit, sans en parler. Là, c'est là où tu contreviens vos règles. C'est exactement. Exactement. Je ne suis pas les règles. Et ensuite, en plus de ça, d'autres personnes étaient au courant. Je vais reciter encore Damien, tu vois. Son frère était au courant. Le frère d'Aurélien. Et voilà, il me dit, écoute, là, la star de l'épisode 1. Voilà. Il va être content. S'il entend cet épisode, laisse tomber. Ouais. Et ensuite, d'autres personnes dont... il y avait des potes qui étaient au courant. Ils m'ont dit, là, maintenant, tu t'en parles à Aurel. Ou sinon, moi, j'en parle. Et donc, il y a eu toute une histoire d'autres personnes qui étaient au courant. Donc, Aurel a été un peu... a été c'est-à-dire, ça n'a pas été la première personne à être au courant de ce que j'ai fait. Donc, du coup, c'est pas terrible. J'étais le dernier. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu comprends de ton lien, de tes engagements, comment tu lis, même si tu étais plus jeune et tout, qu'est-ce que tu comprends de cet événement? Ce que je comprends de cet événement, c'est un petit peu la personnalité que j'avais quand j'étais jeune et que j'ai encore des restes maintenant et que je travaille beaucoup là-dessus. Notamment, je travaille avec une thérapie psy pour essayer d'arrêter d'aller trop dans l'excès. Et je pense que quand j'étais jeune, tu vois, le côté de tout quitter pour partir pour un mec, ça c'était mon côté un peu foufou, être toujours dans l'excès. Et j'essaie de calmer un petit peu ce côté en moi. Okay. Et je pense qu'à l'époque, à 23 ans, j'étais un peu comme ça. Quand je construis un truc, j'avais envie d'aller à la base et puis de tout secouer pour voir si ça tombe ou pas, quoi. Okay. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que dans ta thérapie psy, vous avez fait des liens? Lesquels? T'as l'air de déjà savoir la fin de ma question. C'est compliqué. En ce moment, on est sur différentes... comment dire, il y a différents indices. Et t'es pas obligé d'en parler si tu le souhaites pas? Non, je suis pas obligé d'en parler, mais au moins de manière un peu générale, ça peut être dû à ce qui s'est passé dans l'histoire de ma famille. Je suis héritier de la Shoah, héritier aussi d'un papa qui a fait la guerre en Israël. Il y a beaucoup de choses extrêmes qui sont passées dans ma vie, dans ma famille. Et du coup, je sais pas, ça c'est une piste. Il y a d'autres pistes aussi sur comment je me suis construit aussi en tant que gay, où beaucoup de personnes dans ma famille avaient du mal à assumer. Donc je me considérais comme toujours le marginal, quoi. Donc voilà. Tu racontais dans l'épisode précédent la réaction de ton père. Ouais. Et plusieurs fois, tu as noté que c'était compliqué avec ta famille. Ouais. Et toi, tu fais aussi un lien possible. Un lien possible, ouais. Ouais. C'est des pistes, hein. Ça te fait du bien d'aller... Parce qu'en fait, je pense on est des millions à essayer parfois aussi d'apaiser nos comportements, ou en tout cas de se réaligner avec nos comportements, qu'ils soient sexuels ou intimes, et d'enquêter dans notre passé. Enfin, je sais pas si on est des millions, pardon, mais enquêter dans notre passé peut être une bonne piste. Et avec tous ces enjeux où on est quand même très nombreux dans les auditeurs à avoir grandi dans de l'homophobie, avec quand même de la difficulté... Enfin, être gay aujourd'hui dans un monde hétéro, c'est quand même pas encore super facile, surtout selon là où tu habites dans le monde. Et je pense que ça laisse pas indemne. Je pense qu'il y a eu plein de psys et des épisodes sur ce podcast qui le racontent et qui montrent même que c'est prouvé par des études que quand t'es rejeté ou quand tu vis des traumas ou des violences psychologiques, même pas uniquement physiques, mais aussi psychologiques, ça t'impacte sur ton développement et sur ta manière d'aimer, de t'aimer et d'aimer l'autre, tu vois. Donc c'est pour ça que mes questions, elles avaient ce préjugé-là. Toi, quand tu poses ces hypothèses, ça te fait du bien, tu y trouves du sens, ou tu te dis, c'est un peu du bullshit psychologisant? Moi, je suis... c'est peut-être une nouvelle passion en ce moment, je suis passionné de ça. Chaque fois que je ressors de mon psy, je fais waouh, tu sais, le petit émoticône avec mind blowing, tu vois. Et je me dis, waouh, putain, c'est vrai, dans ma famille, il y a eu ça, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça. Enfin, je trouve ça extraordinaire. J'ai même fait des séances de constellation familiale. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça peut être plus ou moins perché, enfin, dans le sens très gentil du terme. C'est parfois, ça peut aller rechercher des histoires qui sont de 2, 3, 4, 5 générations au-dessus de toi. Et à chaque fois, moi, je trouve ça passionnant parce que ça permet de savoir d'où tu viens. Et du coup, à partir du moment où tu sais d'où tu viens, tu peux
tu peux comprendre qui tu es et tu peux aussi éventuellement mieux analyser sur qu'est-ce que tu dois changer en toi pour être mieux et surtout pour être heureux. C'est surtout ça la finalité. Ouais. Toi, dans la culture dans laquelle tu baignes, c'est quoi l'histoire qu'on te raconte de l'incompatibilité d'être juif et gay? Est-ce que tu sens que ta culture familiale te dit ton père a dit mot pour mot c'est mal d'être à quatre pattes à te faire enculer? Pour lui, c'est quoi le problème? Lui, pour problème, c'est la débauche, tu vois, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment la dérive. Il est très religieux? Non, même pas. En fait, il est même pas très religieux. Alors, on est croyant, donc très croyant. Tu vois, mais quand je dis religieux, ça veut pas dire très pratiquant. Il va pas laisser pousser la barbe, s'habiller machin. Tu vois, il est pas religieux. Il est très croyant. Et en même temps, c'est assez fou. La communauté juive, il y a quelque chose qui nous habite, qui est au-delà de la religion. Quand tu es juif, tu n'es pas que d'une religion juive. Ouais. Tu as vraiment une culture en toi, tu as une histoire. C'est un peuple qui a toujours souffert, qui a été discriminé, qui a été mis en esclavage pendant des centaines d'années. Enfin, on a été vraiment... on est baigné là-dedans, tu vois. Et c'est comme si on portait une histoire et qu'on est obligé de l'assumer, cette histoire. Et pour s'en défaire, c'est très, très chaud. Enfin, c'est quasiment impossible. Même encore maintenant, j'ai du mal à m'en défaire. Est-ce qu'il y a un sous-texte où ton père, il cherche un fils fort avec un grand F pour défendre la patrie, pour défendre l'agresseur et tout? Tu parlais de la Shoah, de la guerre. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi ce sous-texte de si je suis homosexuel, alors je ne peux pas être un guerrier qui se battra pour le peuple juif? Voilà, Aurèle répond à ma place. C'est sûr. Je me rappelle la dernière discussion avec son père où, on parle d'Israël et de la Palestine. Et je lui dis mais imagine si on crée un pays pour des gays. Enfin, parce qu'on remettait en cause le foyer juif en la terre d'Israël, en fait, le sionisme. Pourquoi avoir créé un foyer juif pour protéger les juifs? Et on parlait pourquoi faire un pays pour les gays, et il me dit j'imagine bien une armée de tapettes. Voilà. Ouais, il a dit un truc. Voilà. Donc la phrase, alors je ne sais pas s'il a voulu faire de l'humour, ce qui est en soi quand même un peu limite, mais quand il nous sort ça, en fait, on comprend, on arrive à voir l'image qu'il a en fait du gay. Ouais. Donc en fait, je lui ai fait. Mais tu sais, ça me revient quand j'étais gamin. Je pense que la chose qui déjà me dérangeait, c'est le fait qu'on parle de peuple élu. Je me souviens, on était en Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah, ce qui vaut au catéchisme, et on nous inculquait le fait que les Juifs c'est un peuple élu. Et moi qui étais toujours dans des écoles publiques avec plein d'amis non juifs à Paris, je me suis dit mais attends, c'est pas... Alors je suis né en Israël en fait aussi, donc on est venu quand j'avais 5 ans, et je me suis dit mais tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que s'il y a un jour un cataclysme, eh bien Dieu va nous aider, mais pas mon pote et pas tous mes potes qui ne sont pas juifs. Et du coup, c'est là où je me suis senti déjà... j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pour moi, c'était même une base... Alors, je n'arrivais pas à l'exprimer de cette manière, mais pour moi, c'est une base du racisme. Et en plus, après, être gay et juif. Alors, être gay et juif, alors j'ai compris que être gay, ça va pas du tout. Enfin, voilà, je sais pas, c'est pas explicite. Si, c'est explicite dans la Torah. Enfin, j'avais compris que finalement... dans les textes religieux, tu vois aussi qu'il y a de l'homophobie. Ah oui. Ouais, c'est pas sain, c'est interdit. Voilà, et je me suis... Et en plus, alors à l'époque, je reviens encore à parler comme un vieux, mais honnêtement, il y a 20 ans, on savait à peine ce que c'était homosexualité. Et moi, quand j'avais 12 ans, je me sentais différent, mais je savais pas ce que c'était. À 12 ans, 13 ans, à partir de 13-14, tu commences à te dire, ok, quand tu regardes des films de cul et tout, tu comprends que t'es plus attiré par une teub que par un vagin. Du coup, voilà, et ça a duré longtemps, hein, parce que j'ai mis à 16 ans. Donc en fait, de 12 ans à 16 ans, c'est quand même des longues années où tu te sens comme un extraterrestre, quoi. Ouais, bien sûr. Là, on était en train de creuser, donc 3 ans après votre coup de foudre, toi, tu te décris comme secouant vos fondations, mettant en risque la relation. Et en gros, je posais un peu la question, est-ce que, si je fais un peu, je simplifie, il y a peut-être une part de toi, il y a un Harry en toi qui a envie de ne pas être homosexuel et pour ce faire, de casser ce lien amoureux. Si on oublie ce préjugé, enfin cette invention, cette interprétation, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais arrêter ou fuir dans cette relation?
Tu me poses des cols. Honnêtement, tu me poses des cols. Ça me fait réfléchir sur cette histoire. Tu sais que cette histoire, là, on en parle en prenant du temps, mais comme beaucoup de choses dans ma vie, j'occulte et on passe à autre chose. Et là, c'est un peu comme mon thérapeute psy, quoi. On va s'attarder sur un fait qui, pour moi, était occulté, il était passé. Et là, non, t'es obligé de réfléchir là-dessus parce que c'est intéressant. Honnêtement, j'ai du mal à creuser là-dessus. Et je suis même très... Là, je sens que je suis très inconfort, en fait, à discuter de ça. Parce que je n'arrive pas à mettre les mots, à analyser. C'était une période qui était désagréable. Voilà, ça, je peux te le dire, c'était désagréable. Et je veux plus y repenser, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Comment vous vous êtes relevés tous les deux de ce moment dur ? J'ai dit, pas de problème. Là, tout simplement. Non, mais je pense que... Cette bonne patte d'oreiller. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai, ça ? Ah ouais, franchement, quand il m'a... Parce qu'en fait... Donc c'est mon frère lui met un peu un ultimatum pour donc ton frère qui est un ami d'Harry hein. Lui met un peu un ultimatum, sauf que mon frère est persuadé que je vais quitter Harry, enfin que je vais rompre. Donc il en parle à toute ma famille. Donc toute ma famille est au courant qu'Harry a été voir ailleurs. Moi je suis pas encore au courant. Donc Harry me l'annonce et je fais va juste faire une prise de sang, vérifie que t'as pas chopé un truc, voilà, je veux juste... je lui dis, t'aurais pu quand même m'en parler. Enfin, tu sais qu'on est open, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant, toi ? Et après, on découle sur mon boulot, ça va pas bien. Et là, je vois qu'il remet tout en question. Donc à ce moment-là, c'est pas juste... j'ai été voir ailleurs. Il remet en question l'ensemble de sa vie, son boulot, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que être en couple avec toi, ça me plaît ? C'est quoi la projection qu'on va faire ensemble ? En plus, moi, je reprenais mes études, j'avais repris mes études pour être infirmier, donc je gagnais plus d'argent. Donc ça aussi, je pense que pour Harry, c'était aussi un sujet de se dire, mince, moi, j'ai pas le boulot que je veux et je gagne je gagne plus d'argent, toi, t'en gagnes pas. Donc il y a tout un... Je pense que c'était pour Harry, c'était un peu... Tout était... Non, et moi, je lui ai dit, où est le problème ? C'est pas grave, tu vas retrouver un boulot, qu'est-ce que tu veux faire ? Bref, on se réaligne dessus. Et voilà. Et 6 mois après, on se paxait. Bon, c'est là où tu vois que Aurel, c'est mon sauveur, en fait. Non, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, là, ça va mieux, mais quand j'étais jeune, j'étais prêt à tout plaquer et tout me démolir pour tout reconstruire. J'étais pas stable, en fait. Je pensais ça. Dans ma tête, j'étais un peu foufou, quoi. Et Aurel m'a vraiment stabilisé. C'est une des seules choses constantes dans ma vie, c'est Aurel. C'est le couple. Je sais pas comment je vais le prendre. Tu le prends comment ? C'est toujours gratifiant d'entendre ce genre de remarques. Mais je pense qu'il est aussi lui-même responsable d'être de cette stabilité. Je l'aide juste à lui tenir la main, quoi. Mais il se débrouille très bien aussi tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce plan à 3 avec ce Québécois On en revient. juste avant votre mariage. Donc là, vous vous êtes paxé. Ouais. Vous vous mariez au bout de combien de temps, des 20 ans ? Quand on peut. Oui, merci. Alors, Aurel, 2013 on adore 2014, on a attendu un an. On adore répondre à cette question en disant quand on peut, parce que souvent ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? Je dis depuis qu'on a pu, parce que sinon ça ferait 20 ans. Je pense que dès le début on voulait se marier. On a mis du temps. C'est une belle réponse. Parce que ça montre aussi aux gens que attendez, vous oubliez qu'on ne pouvait pas se marier avant, quoi. Voilà. Mais on nous avait dit, mais pourquoi voulez-vous marier ? Souvent, des gens disaient, mais pourquoi voulez-vous marier ? Après, le mariage, c'est un autre sujet. Il y a des gens qui ne sont pas venus parce que c'est un mariage gay. Oui. Ça a généré plein de crispations. Dans vos deux familles, ça a généré des crispations ? Plus dans la mienne. Moi, il y a eu des propos insoutenables. Ma mère, depuis, ne parle plus à sa cousine parce que sa cousine m'a dit, je préfère avoir un enfant autiste qu'un enfant gay, comme le tien. Ouais. Voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça. Des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils ne supportent pas que ce soit un mariage gay. Ou des gens pensent... ça écrème, ça fait le ménage dans la famille. Il faut que cette femme regarde. Je fais rarement de la pub, mais sur Netflix, j'ai regardé Histoire d'amour et d'autisme. Et c'était, franchement, je vous la conseille. Au début, en fait, c'est une série télé un peu documentaire et on va suivre des personnes autistes américaines ou australiennes dater et chercher l'amour. Ouais. Donc au début, pendant les 10 premières minutes, on peut être un petit peu interloqué parce qu'on se dit, c'est de la vieille télé-réalité racoleuse, etc. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais autant pleuré et ri.
En fait, ça m'a vraiment sensibilisé sur tout le spectre de l'autisme, toute la variété et la puissance et la réalité de ces personnes-là. Ouais. Ah ouais, j'ai découvert et c'est merveilleux parce que tu vois juste en fait des adultes qui ont envie d'être amoureux et juste dans leur filtre et dans leur façon de s'exprimer, c'est pas la même chose, mais sinon ça m'intéresserait. ouais, c'est magnifique, franchement, alors, j'ai appris plein de choses. L'autisme en question, c'était le handicap, le gros handicap, autisme très avancé de la fille d'un cousin, puisque c'est une cousinade, et en fait elle est complètement dépendante, elle est complètement aucune interaction sociale, aucune interaction sociale. Ouais. Donc elle disait je préfère avoir un enfant comme ça que comme le tien. Ouais. Et ta mère a pris ton parti? Oui. Ah, ça sur ça une mère juive dans toute sa splendeur. Et dans tout son cliché, dans Aurélien. Dans cliché, voilà, c'est ça exactement. Complètement. Ouais. Je pense que ça c'est important. Je fais juste une parenthèse parce que moi, donc je suis en ce moment en thérapie familiale depuis janvier. Magnifique. Avec mes 2 parents, mon frère et ma sœur. Je vais avoir 40 ans, hein. Donc et je suis le dernier. Ouais. Sur mon impulsion et sur un autre sujet problématique dans notre famille, mais en fait, ce que je découvre, c'est que je suis encore en train de régler des comptes avec l'homophobie dans laquelle j'ai grandi, avec les silences de mes parents. Et là, en ce moment, ça bloque parce que une des personnes de mon système familial a employé le terme « enculé » comme une insulte en séance de thérapie. Ah ouais. Et moi, j'ai juste dit, pause, mise à jour des codes familiaux. Non. Enfin, genre, on a le droit d'être en colère, on a le droit même de glisser et de sortir un mot qu'on n'aurait pas dû, mais il y a tout le système familial qui dit attends, stop, non, on fait pas ça, ni les coups, ni les insultes. Et l'insulte enculé, on s'est renseigné et on sait que chez Guillaume, ça réveille. On s'est renseigné avec empathie, on a regardé 1 ou 2 documentaires, on lui a posé 2-3 questions, et en plus il nous casse les couilles avec son podcast. On a compris que l'homophobie c'était un vrai enjeu et le harcèlement, etc. Ils ont un peu du mal, quoi. Il y a des restes, bien sûr. Alors même que franchement mon système familial a plein de problèmes, et je parle de système familial parce que c'est une thérapie systémique. Enfin, ça observe la famille comme un système où chacun a des places plus ou moins subies, où il y a des automatismes, des communications et des absences de communication. C'est vachement intéressant. Mais mes parents sont des petits chats, quoi. À aucun moment donné, ils sont en train de dire l'homophobie, ça n'existe pas. Mais il y a des automatismes, il y a des... Et en fait, là, je suis à ce stade-là, je vais avoir 40 ans et je suis en train d'expliquer à mes parents, mais non, en fait, gars, on peut pas dire enculé, et d'où tu comprends pas, et comment est-ce que... Mais il y a des... Ce que je veux dire, c'est que, moi, j'aurais pensé qu'avec le podcast... Avec tout ça aurait pu être passé... Ouais, mais... Et ça a de l'impact dans ma vie intime d'aujourd'hui. Ça a de l'impact dans la façon dont je fais du lien. Ça a de l'impact dans mes liens familiaux. Ça a de l'impact dans mes liens amoureux, sexuels. J'en suis sûr, tu vois. Et je sous-estime pas le travail qui reste à faire, quoi. Je sais pas, je m'étais dit, quand t'auras 40 ans, c'était... Tu mets des choses derrière, tu dis, le système familial, tu tournes des pages. Non, en fait, ça nous empêche de nous mettre à 4 pattes et de nous mais faire je pense qu'il n'y a pas d'âge, hein. Ça doit être ça. Je pense qu'il y a pas d'âge. On arrête le podcast. Baissez votre... Non, mais même avec mon psy, je me suis dit, putain, mais à 41 ans, je me pose encore ces questions-là. D'accord, ouais. C'est fou, ça fait bizarre parce que tu te dis, c'est bon, on devrait passer à autre chose. Et en fait, toi, tu passes à autre chose, mais peut-être les autres pas encore. Ouais. Et pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que quand ta maman prend ton parti, il y a quelque chose d'important qui se fait là, de sécurisant. Bon, là, moi, petit à petit, les parents comprennent, et puis c'est pas tout noir et tout blanc, hein, attention. Et dans l'automatisme et dans le rapport à l'homophobie, il y a plein de choses qui se jouent pour eux, tu vois. Faut pas non plus, c'est pas binaire, hein, mais en fait, on a encore besoin, même vieux. Excusez-moi du vieux, mais on a encore. En fait, on a encore besoin de créer des bases sécurisantes et d'aller bien vérifier que nos fondations, elles sont stables et. Tu vois. Moi, je comprends. Je vois. Tout à fait. Toi, t'as pas du tout ce souci-là, Aurélien. Dans nos familles, on est quand même particulièrement cool et assez ouvert sur l'homosexualité, même si je ne connaissais pas jusqu'à temps avec
mon frère et ma sœur. On a fait notre coming out. Ta sœur est lesbienne ? Ma sœur est lesbienne, et c'est ça qui était. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Donc on est les 2 frères aînés à être homosexuels. Donc nous, on l'a annoncé vers donc mon 21 ans, 22 ans. Et ma sœur, elle a attendu 30 ans pour annoncer. Donc c'est la dernière. Elle a attendu 30 ans pour annoncer qu'elle était lesbienne, alors qu'on est dans une famille où. Je veux dire, l'ouverture, je pense que je connais pas beaucoup de familles comme la mienne. On est 2 gays. Notre sœur hétérosexuelle a fait un enfant avec un gay. Mon frère a fait un enfant avec... Enfin bref, on a quand même une famille assez très très ouverte sur ça. Et ma sœur a quand même mis 30 ans, enfin elle a mis à l'âge de 30 ans de dire, fin de compte, je suis lesbienne. Ok. Alors, je dirais pas que on est tombé de notre chaise, mais c'est voilà. C'est quand même difficile. On sait que ça peut être compliqué. Le coming out, c'est compliqué, même dans des familles où on est supposé être hyper ouvert. Alors j'imagine même pas dans les familles où c'est hyper fermé, quoi. Ouais. Donc voilà, donc nous ça va, mais il y a quand même des choses où on a dû parler de ça. Et après, bon, je parle pas du féminisme, tout ça, où là on a encore du gros travail à faire sur. Mais ouais, et moi je pense que la raison pour laquelle je passe autant de temps là-dessus, c'est que si les gens écoutent ce podcast en se disant comment devenir sexuellement épanoui, enfin, j'ai envie d'explorer mon intime, qu'il soit amoureux ou sexuel en tant qu'homme gay ou queer. Bah, le passé et tous ces enjeux, ces blessures, c'est Absolument. Pas anodin, quoi. Je sais que moi, ma famille, j'ai eu de la chance. Enfin, moi, je me rappelle de ma mère. Donc, je sais pas, elle a dû faire une remarque. On était en train d'écouter la radio et dire c'est un PD ou un mot qui était. Et on a dû se dire avec mon frère, c'est quoi PD ? Et là, elle s'est retournée et a dit non, mais c'est pas grave d'être PD ou gay. Enfin, je me rappelle plus du mot qu'elle a dit. C'est pas grave. On peut aimer des hommes, on peut aimer des femmes. Il y a pas de souci. Enfin, j'ai une notion. J'étais dans la voiture. Je pense que j'étais jeune quand même. Ouais. Mais elle a posé les bases. Elle a dû dire un mot qui était, une insulte dans le sens, mais en disant mince, si mes enfants le sont. Enfin, je sais, on lui avait dit. Pour mon frère, quand il était plus jeune, il était allé voir une orthophoniste et elle avait dû dire à mes parents attention, je pense que votre enfant va devenir gay. Mais mon frère, il devait avoir 4 ans ou 5 ans. Il jouait à la Barbie, voilà, donc il avait un peu des codes féminins et mes parents avaient eu en disant où est le problème ? Voilà, où est le problème ? Et en fait, je pense que mes parents s'étaient peut-être préparés à ce que peut-être avoir un enfant gay à l'arrivée, sur mon frère. Donc ils ont toujours eu ce sentiment de se dire attention, faut pas qu'on dévalorise l'homosexualité. Et elle a eu des paroles soutenantes dans la voiture. Même si elle a eu des propos qui pouvaient être à la télé. Il y a Def, je prends Def qui était un peu... Dave. Dave, le chanteur. Ah oui, le chanteur français. J'ai Dave, mais ça se trouve c'était pas Dave, c'était quelqu'un d'autre. Mais, hollandais. Voilà. Et qui a dû dire le gay, hop, elle a vu tout dire, mais c'est pas grave d'être gay. Enfin, bref, je pense qu'elle avait toujours... elle a essayé d'avoir des propos qui étaient un peu... C'est pas grave. Notre Québécois. Parce que là, c'est vrai. Bah oui, on dérive. Ouais, non, mais c'est très bien. Ouais. On est à quelques mois du mariage. Comment est-ce que ce plan change beaucoup de choses ? Alors, c'est un collègue de travail. On part en canoë camping à 4 avec une collègue. Donc, on est à 4. Non, mais ça, c'était avant. Il y a eu un rapprochement avant. Oui, c'est au canoë camping. Ah bon ? Ouais. On est en France, là ? Non, on est au Canada. On est au Canada. Parce qu'on est parti vivre au Québec. On est à Montréal. Ouais. Et je travaille en tant qu'infirmier au Canada. Et avec mes collègues, on se dit, tiens, parce que Harry était déjà parti du Canada, il nous avait vendu un parc national où c'était génial, partir à l'aventure. Donc on se dit, tiens, on part à l'aventure, on est avec des potes qui veulent venir avec nous, donc on part avec eux, dont mon collègue. Et donc là, il fait nuit, on a un feu de camp, et notre copine féminine va se coucher. Et on se retrouve tous les trois à être près du feu et à commencer à se rapprocher et à se caresser, quoi. Et là, dans nos têtes, on se dit, voilà, c'est vrai que si on n'était que tous les trois, je pense qu'on aurait été plus loin. Mais bon, on a une copine qui est à côté de nous, et on sentait qu'il était un peu mal à l'aise avec... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'avais. On rentre sur Montréal, donc on était à la campagne, on rentre sur Montréal, et là, on lui propose de venir continuer la soirée avec nous. Vraiment. Parce qu'on va au bar, on continue. Et là, on sent qu'il est mal à l'aise. Je suis son collègue, voilà. Et on lui dit, tu veux pas dormir avec nous ? On a un grand lit king size, on peut dormir à 3, c'est plus confortable que dormir dans le canapé. Bref, il se passe rien, mais il dort dans le canapé. Il dort dans le canapé. Okay.
quelques semaines après, Harry doit partir en France pour son travail. On discute, c'est mon collègue, donc on s'entend très bien, c'est un pote. Et à un moment, il me dit tu fais quoi ce soir ? Je dis putain, il est 20h, je reprends demain matin à 8h du matin. Non, j'ai rien à prévu. Tu veux pas qu'on se voit après ? Je dis non, tu finis à minuit, j'ai pas envie de te voir. Il me dit non, mais t'as pas compris ce que je te propose. Est-ce que tu veux que je vienne dormir avec toi ? Et donc là, c'est la première fois que quelqu'un me dit tiens, est-ce que tu veux coucher avec moi ? Tout ça. Et vu qu'on est. Je lui dis ok. Et ça, c'était ta première fois ? Première fois, seul. Ah, en couple ouvert, c'était la première fois. Première fois en couple ouvert. Et donc là, alors là, je suis dans un état, l'explosion, putain, j'ai couché avec un autre mec que tu dis à Harry avant. Sauf que là, j'essaie d'appeler Harry, décalage horaire, lui, il dormait. Il voulait me prévenir. Je dis Harry, putain, il va se passer un truc. Presque, je voulais qu'il ait son aval, tu vois, et je voulais un peu le teaser, tu vois. Donc là, bon, pas de réponse de sa part. Donc, mon collègue vient, j'ai envie de dire son prénom à chaque fois, mais bon, mon collègue. Et tu veux en choisir un autre ? Non, c'est bon. Mais je vais dire mon collègue, ce sera plus simple. Et voilà, mon collègue, il vient à la maison, on couche ensemble. Je suis très. Alors là, je transpirais. Parce que tu es très excité et très stressé. Ok. Mais, qu'est-ce qui te excité. stresse ? Je couchais avec un autre mec. Coucher quelqu'un d'autre, un autre corps. Ça fait 10 ans que je connais qu'un seul corps, c'est celui d'Harry. Et là, j'ai un autre corps avec moi. Et je me dis, mais c'est con, mais tu te dis, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être bon ? C'est la performance de est-ce que je vais y arriver ? Okay. Est-ce que je vais donner du plaisir ? Tout ça. Question. Voilà. Est-ce que toutes ces inquiétudes et ces questions, c'est pas ça qui t'a empêché en 10 ans d'aller explorer ta sexualité ? Probablement, ça si, possible. Ah, tu m'agaces avec tes probablement et possible. Possible. C'est plutôt oui ou plutôt non ? Plutôt oui. Je dirais oui. Il a dit plutôt oui. Oui. Il a mixé le non et le oui. Mon inconscient, j'aurais allé voir un psy. Probablement, ça veut dire oui, en fait. Ah, merci. Voilà, chez Aurélien, probablement, c'est oui. Quand je le vois dire probablement, oui, ça veut dire oui. Ah, ok. Ouais. Il y a toujours une petite part d'incertitude dans ce que je dis. Mais mon petit chat, est-ce que tu as eu des preuves ? Est-ce que ton cerveau t'offrait des preuves que tu n'étais pas assez ? C'était quoi que ton cerveau disait par rapport à « je ne suis pas assez » ? Est-ce que tu pensais que Harry te mentait quand il avait du plaisir intime avec toi ? Ah non, pas de doute. Même quand on était en boîte de nuit, qu'on s'embrassait, on voyait que les gens nous regardaient. Donc non, ça va. Mais c'est juste, vu que j'avais pas une expérience très importante, je me suis dit bon, à 30 balais, toi, tu vas coucher avec des mecs qui ont vu des kilomètres, quoi. Donc toi, tu fais partie. T'es un jeune, quoi. Donc c'était plus dans ce sens-là. Mais bon, voilà. Il te manque du kilométrage. Voilà. Il manquait un peu d'expérience. En fait. C'est ça, donc tu t'inquiétais de ça. Voilà, plus sur ça. Et est-ce que tu sentais des complexes à certains endroits ton esprit logeait les blocages à des endroits en particulier Physiquement, tu veux dire ? Physiquement, psychologiquement ou un petit peu. Toi, je me dis, j'ai pas les tablettes d'abdos. Sinon, à part ça, non, il n'y avait pas grand-chose. Non, j'étais à part pas trop. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu envie de dépasser cette inquiétude diffuse du manque d'expérience ? Tu veux dire avant ? Ouais. En fait, c'était... Moi, je suis rarement quelqu'un qui va chercher. Enfin, je suis pas dans la recherche. Moi, j'aime bien que ça vienne à moi. Ça Enfin, que les gens viennent à moi. Les hommes. Voilà, les hommes, pardon. Le sexe vienne à moi, tu vois. Je suis très... je suis passif sur ce côté-là, tu vois. Ok. J'aime bien que ce soit plus facile. Voilà, je pense que j'ai peur du refus. Donc, je pense que ça me gêne. Donc, pas avoir de refus, tu cherches pas, ça vient à toi, c'est quand même beaucoup plus simple. Oui. Et donc, je pense que c'était ça. Et j'avais pas l'opportunité. Je sortais pas en boîte de nuit. Pourtant, j'étais quand même dans un milieu... quand j'ai fait infirmier, dans un milieu quand même un peu plus gay quand même qu'à l'armée. Donc, là, oui, clairement, infirmier, c'est un peu gay ? Un peu beaucoup, oui. Ah ouais ? Ouais, c'est quand même un milieu qui est quand même... plus que... en France, en tout cas. Oui, au Canada aussi. Au Canada aussi. Si, je pense que c'est un métier qui est dit féminin, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus d'hommes homosexuels dans... Ok. Donc, étant donné que tu attends que ça vienne à toi parce que tu manques de confiance en toi pour avoir la possibilité du rejet... Mais tu vois, par exemple, mon collègue,
malgré l'opportunité quand on a discuté, enfin, on lui a proposé de venir avec nous dans le lit, je suis pas revenu à la charge, tu vois. C'est lui qui est revenu. Et quand il m'a posé la question, j'étais même surpris. De quoi tu parles, toi? Ah, d'accord. Ah oui. Okay. Donc, toi, c'est plutôt dans ce sens-là que... Du coup, j'ai envie de reposer ma question et te demander de bien t'aligner ta bouche avec ton micro. Pardon. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qui fait que pendant 10 ans, tu n'as pas l'élan, et tu as le droit de dire j'ai pas envie, hein, je cherche pas, mais de dépasser cette peur de la performance? Tu vois ton mari, Harry, kiffer, machin. Mais en même temps, je kiffe ma vie sexuelle avec Harry. Exact. Donc en fait, j'étais pas en recherche, je sais pas, en manque de sexe, j'en avais, c'était génial. Ok. Donc en fait, j'étais pas dans ce moment-là de dire tiens, j'ai envie de découvrir autre chose. Ok. Voilà. Je pense qu'il y avait aussi de ça. Ok. Harry? Ouais, j'ai l'impression que nous deux, on est vraiment sur l'opportunité. On est des opportunistes. En fait. Dès qu'il y a l'opportunité, bah, elle vient et puis on l'attrape. Et Aurel, dans le sens très figuré du terme. Et moi, même en étant... j'ai l'impression d'être un peu comme Aurel. Bah, c'est un peu abusé de dire ça parce que j'ai plus d'expérience finalement en extra-conjugale. Mais pareil, hein, vraiment, je suis pas dans la recherche. Vu que je sors régulièrement en soirée parce que lui est beaucoup plus casanier et moi je sors beaucoup, bah, du coup j'ai plus devant moi des opportunités. Et bah, après, bah, les opportunités fait que je les attrape. Voilà, je sais pas si ça fait un peu péteux de dire ça, tu vois. Non, mais t'inquiète. Et puis si c'est péteux, sois toi-même. Ouais. N'aie crainte. Ok, ouais, toi tu... Ouais, mais je trouve que c'est... Ok. Voilà. Mais c'est vrai que rarement on est dans la recherche. Et si on est dans la recherche, ça va être souvent à deux. Ah oui, n'est-ce pas? Souvent, on est, par exemple, quand on est en voyage, là, on se dit, allez, vas-y, on va rechercher, on va s'amuser, on va rencontrer des gens. Ouais. Parce que aussi, la recherche d'avoir des plans cul à l'étranger, c'est aussi découvrir la communauté gay dans un autre pays. Oui. Ça aide énormément. Ça, c'est cool. Ok. Puis on a plein d'expériences autres que du sexe avec la communauté gay, justement, en recherchant des plans cul et tout. On a eu des très très belles opportunités. Donc la communauté gay, c'est les 10 Québécois que tu as rencontrés à Montréal. Quand je dis la communauté gay, c'est la communauté Grindr dans d'autres pays. Voilà. Tu vois, ok, ouais, oui. c'est ça. Je prends l'exemple de Bolivie. On était en Bolivie à La Paz. On rencontre quelqu'un. Alors bon, on a eu du cul. C'était pas forcément génial. Tu te souviens? Oui. Mais il se trouve que lui connaissait d'autres plans pour aller dans un lieu mais complètement perdu à La Paz. Et en fait, c'est un lieu où tu rentres, c'est aucune enseigne, rien du tout. Tu rentres dans un immeuble, tu montes des escaliers et là, tu arrives avec plein de dragues. Un cabaret. Un cabaret, tout ça, des drag shows boliviens, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés en tenue traditionnelle bolivienne. Trop bien. Et ça, on s'est dit, mais jamais on aurait pu faire ça sans connaître justement ce plan cul. Oui. Mais d'ailleurs, Aurélien a participé au live sur Grindr et il a dit un truc dans ce Le guide goût-là. du routard. Le guide du routard. Grindr, comme il y a un live, ce que Grindr a fait de nous, les auditeurs peuvent aller écouter. Bon, les enfants. Yes. J'ai besoin de cette... c'est ma faute, hein. C'est moi aussi qui nous fait dévier. Mais c'est pas des déviations. C'est tout à fait ce que j'aime faire. Tu as très chaud. Tu es inquiet. Il est beau. Oui. Ok, c'est à ce moment-là où je dis que moi aussi je l'ai vu, mais on ne dit pas pourquoi. Je confirme qu'il est très beau. Tu le trouves très beau, t'as chaud, t'es inquiet de la performance. Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que cette inquiétude s'est auto-réalisée? On n'a pas été jusqu'au bout. Et je pense qu'on n'a pas joui. Voilà. Okay. J'ai le souvenir qu'on n'ait pas joui. Mais on peut jouir analement. Donc là, tu parles d'éjaculation. Je pense qu'on n'a pas fait de pénétration. On était. Non. Toi, tu dis. Je gratouille juste quand tu dis on n'a pas joui, c'est que en fait, tu peux jouir de plein de façons différentes. Toi, tu parles, il n'y a pas eu d'éjaculation qui est sortie d'un pénis. C'est ça, exactement. Mais surtout que ça, je sais pas. Ça a duré, j'ai l'impression que ça a duré des heures, mais encore mon imagination. Mais c'était bien. C'était très bien, mais c'est vrai que ça durait, c'était long. Toi, je pense qu'à un moment, je transpirais, j'avais l'impression Enfin, moi, à un moment donné, je me suis dit, je transpire trop. Tu vois, ce qui m'arrivait rarement quand je faisais du sexe avec Harry. Et je pense que c'était le stress qui était là-dedans. Et bon, bref. Franchement, c'était très sympa, c'était très bien. Mais voilà, donc on se dit, on arrête. On se dit, bon, voilà, il est quand même 2h ou 3h du matin, je me lève à 6h, peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et là, le lendemain, je reparle à Harry. Donc là, à ce moment-là, Harry était comme un fou,
mais comme un fou. Il en a parlé à tous nos copains, dont mon frère, encore une fois. Voilà. En disant, enfin, il a... Pourquoi c'était une joie pour toi, Harry ? C'était une excitation surtout. Imaginez mon amoureux coucher avec un autre mec et tout ça, franchement ça m'excite de ouf. Et puis il y a aussi un côté bah voilà, ça se rééquilibre un petit peu, tu vois. Ça se rééquilibre, du coup bah, je suis beaucoup plus à l'aise, même si tout à l'heure, à l'épisode 1 je crois, on disait que j'étais pas forcément... j'étais obligé de me justifier et que j'étais à l'aise, mais quand même il y avait une partie de moi qui me disait il y a quand même un gros déséquilibre. Et là bah, ça se rééquilibre un petit peu et je suis content. Je suis content pour lui, content pour nous, parce que en plus de ça, parce que c'est pas que il va voir quelqu'un d'autre, avec cette personne là ils se sont mis en accord, bah, pourquoi pas aussi faire un plan à 3. C'est ça. Donc là j'étais dans l'excitation de me dire ah bah tiens on va pouvoir partager. Voilà. Très bien. C'était la suite d'après. On a pu découvrir Et c'était notre premier plan à 3. Voilà, c'est ça. La première fois qu'on couchait avec une personne. Avec une autre personne. Et c'était comment ? C'est génial. C'est génial, ouais. C'était super. À chaque fois, on a des petites étoiles dans les yeux parce qu'on s'était même dit, c'est comme si on recouchait pour la première fois ensemble. Ouais. Tu vois, c'est fort de dire ça. Ouais. Non, c'est vrai, c'était vraiment une... C'est ça. En fait, on découvre, on est excité, et à la fin, on se dit waouh, il y a plusieurs mains qui te touchent, t'as plusieurs personnes qui t'embrassent, t'as des sensations partout, tu fais waouh, ça va, l'excitation d'un nouveau corps. Donc t'as tout ça. Voir Harry qui prend du plaisir avec quelqu'un d'autre, c'est hyper excitant. Je me souviens, on se regardait en plein acte, on se regardait avec limite des étoiles dans les yeux, quoi. Ouais. Vous aviez une complicité tous les deux aussi. Oui. Okay. Mais toujours, même encore maintenant, quand on fait un plan cul à 3, on se regarde et il y a tout de suite quelque chose, même si l'autre ne voit pas qu'on se regarde, mais on se regarde, on a un énorme sourire et on se dit là, on est en train d'accomplir comme si on accomplissait un fantasme et qu'on est heureux. Des fois, ça peut être aussi très... Ou parfois, on se regarde, on se dit, franchement, lourd. Ouais, c'est ça. Si on se regarde, on se dit, punaise, dans quoi tu m'as amené ? Mais c'est rare, c'est rare. Oui. Mais c'est en fait, je pense une ou deux fois quand même. Plus moi que toi, j'ai l'impression d'être très sélectif. Ouais. Et du coup, quand on couche pas beaucoup, on fait pas beaucoup de plans cul à 3, mais quand on en fait, je sélectionne, quoi. Parce que je veux vraiment que ça coche des cases, notamment l'odeur corporelle, par exemple. Je suis très sensible à l'odeur. Où je sens que la personne est autant attirée, ou un petit peu plus ou moins, mais on va dire il y a une espèce d'équité, tu vois. S'il y a une personne qui est que attirée par moi et puis elle va accepter parce qu'il y a Aurel, ou l'inverse, bah là je me dis non. Enfin, tu vois, je suis plutôt exigeante en ce genre de choses. Ouais. Et comment tu checkes l'odeur corporelle avant ? Bah, il faut qu'on se voit. On prend un café avant alors. Ouais. Ah oui, non, on n'est pas trop plan cul direct. Ouais, c'est rare. Non. C'est rare. On l'a fait en Thaïlande, parce que nos vacances. Non, c'était pas direct en Thaïlande. Ah si, pardon. Merci. Ah si, à 5h du matin, vaut mieux que ce soit direct. Pas le time à ce moment-là. Et ça a matché en Thaïlande, l'odeur corporelle ? Bah justement, l'odeur corporelle, oui, mais toi, t'étais pas... en plus, il venait de prendre sa douche, donc c'est très bien. Mais après, c'est pas ça, c'est que j'étais... Aurel avait trop bu. Harry, non, c'est ça. Moi, je voulais juste aller me coucher, et Harry voulait... très excité par cette personne et j'ai fait si tu veux, mais franchement j'étais je savais que j'allais pas pouvoir assurer. Il était 5h du mat et c'est vrai que ça fait plusieurs reprises qu'on parle de tes consommations d'alcool. Est-ce que c'est par hasard ? Ça fait 3 fois qu'on dit que t'étais tellement bourré que la première fois ouais, t'es sur une table. Je pense qu'on dit ça. Ton rapport à l'alcool et aux substances. Je suis pas très, je bois pas tant que ça. Hein. Je pense que c'est l'inverse que ce que tu crois, parce que Aurel ne boit pas beaucoup, mais quand il boit, il tient pas très bien. Donc c'est ça le truc, c'est que on boit pas beaucoup, mais je sais pas, 3-4 verres, parfois il va vomir, quoi. C'est un truc qui t'aide, toi, Aurel, à justement dépasser des peurs de performance. Les premières fois qu'on va au sauna, j'ai dit Harry, donc c'était en découverte de la sexualité. Il y a 4 ans, on va dans un sauna, j'ai dit non mais il faut que je bois un coup parce que je me vois pas aller comme ça dans un endroit où je me sens mal à l'aise, quoi. Donc après je suis pas le seul à boire, hein. Je pense qu'Harry aussi ça te permet de mais bon, je suis pas à l'aise. C'est vrai que l'alcool peut permettre d'être un peu désinhibé un peu. Mais bien sûr,
C'est tout le problème. Ça peut devenir un problème le moment où. Mais bon, non, j'ai pas une trop grosse consommation d'alcool. Je sais pas, c'est pas un problème. En tout cas. Non, parce que je reboucle avec tous nos traumas, nos blessures, nos peurs de se mettre à quatre pattes, de lâcher prise, de se connecter, d'être cet enculé ou de sucer une bite, etc. Enfin, tout ça, les substances, pour plein d'entre nous, nous aident à enfin pouvoir s'autoriser à vivre notre vie intime jusqu'au moment où en fait c'est la substance qui t'absorbe. Avec mon collègue, on n'a pas bu d'alcool. Ouais. Non, mais je t'agressais pas. Hein. C'est une bonne remarque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mon collègue. Et tu vois, par rapport à l'alcool et la drogue aussi, je pense que le fait de passer par des phases de thérapie psy, moi, en tout cas pour moi, pour ma part, ça va m'aider à diminuer aussi l'alcool. J'en suis persuadé. Tout ce que je mets en place dans ma vie... Voilà, enfin, je sais pas si on en parlera, mais je suis devenu vegan il y a 11 ans. Je fais des jeûnes régulièrement. Là, je sors d'un jeûne d'ailleurs de 8 jours. Et j'essaie vraiment de mettre en pratique un bien-être, en tout cas physique, qui va me permettre d'être plus aligné avec ce que je veux et ce que je veux pas. Et aujourd'hui, je pense que j'essaie de plus en plus à ne pas avoir le besoin de l'alcool. L'alcool, il restera que pour partager un délire, pour prendre du plaisir, mais en aucun cas à vouloir me désinhiber pour me permettre de faire un truc. Je souhaiterais vraiment de tout cœur de faire des trucs sans passer par là, quoi. Et je pense que ça passe par les thérapies. Si je fais une thérapie, c'est justement pour pas... pour avoir le problème bien en face, le régler et passer à autre chose. Et puis pouvoir vivre ton intime en étant totalement là, quoi. Ah oui. S'il y a quand même un souci enfin pour moi en tout cas, à devoir me bourrer la gueule pour prendre une bite, au bout d'un moment c'est lassant aussi parce que tes sensations sont détournées. Enfin, c'est moins fun, puis t'es moins là, puis le lendemain t'as mal. Je veux pas dire c'est moins fun, surtout pour les auditeurs peut-être qui nous écoutent. Je pense que ça peut être fun, oui, mais il faut pas que ce soit un besoin. Moi, par exemple, tu vois, je prends un peu de MD par exemple, et je sais que faire du cul avec avec de la MD, alors faut pas en prendre trop parce que t'es défoncé, tu vois, mais un tout petit peu. Je me dis, ah bah voilà, ça vient lors d'une soirée, et puis je me dis, ah, c'est un autre type de sexe. En plus, t'es plus endurant, donc il y a un autre plaisir. Et t'es beaucoup plus à même à avoir des sensations sur des touchés. Donc je prends vraiment du plaisir. L'idée c'est ça, c'est de se dire on se drogue, on prend de l'alcool, mais de manière très modérée pour justement atteindre un autre plaisir. Voilà. Ouais, bien sûr. Et c'est tout le problème, je trouve, parce qu'aujourd'hui les drogues sont créées pour nous rendre tellement addicts. Moi j'ai du mal, même en tant que podcasteur, à me positionner, parce qu'en fait être en mode... faut tout arrêter, tout est interdit et tout. J'ai pas de parole publique à avoir sur les consommations des gens, mais moi je me posais la question aussi parce que l'addiction est quelque chose qui existe beaucoup dans ma famille et qui est la bataille. C'est compliqué parce que quand les substances sont faites pour te détruire et te rendre addict, j'ai du mal à dire on peut le faire parfois. Le problème c'est qu'en fait on est 1 sur 10 ou 2 sur 10 à être plus sensible, et donc ce parfois va devenir route à addiction. Donc sur 2 sur 10, c'est la mauvaise loterie. C'est tout le point d'interrogation, quoi. Nos cerveaux réagissent pas tous les mêmes à l'addiction, et donc ce qui est rare et contrôlable pour l'un ne l'est pas du tout pour l'autre, quoi. C'est tout le problème. Mais tu parles en ton nom et il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire que 2 sur 10... Non, c'est pas des vrais chiffres. C'est pas des vrais chiffres, d'accord, ok. Il y a une part, c'était pour illustrer qu'on réagit tous différemment. Toujours est-il qu'avec mon collègue, avec Collègue Québécois, pas de substance, ça se connecte. Vous m'avez dit que c'était un moment vraiment tournant dans votre relation. Pourquoi ? C'était un très bon plan. Vous avez eu de la joie parce que toi, Aurélien, ça t'a ouvert des nouvelles perspectives, je crois comprendre. C'est ça. En quoi c'était un déjà, tournant ? Ça nous a ouvert faire du sexe à 3. Déjà aussi, c'est la première fois qu'on le faisait, et donc ça nous a, et on s'est dit waouh, c'est génial, quoi. C'est vraiment un feu d'artifice. On s'est dit c'est génial, on va continuer. Voilà. Donc on l'a refait plusieurs fois avec mon collègue. Et voilà. Après, on a dû arrêter cette relation avec mon collègue pour... C'était une régularité qui devenait un peu malsaine. Pour qui ? Pour mon collègue ? Pour mon collègue, pour toi aussi, Aurel. Pour nous, hein. Ouais, je pense. Pour nous, parce qu'on sentait qu'il y avait là du coup, pour le coup, là, il y avait vraiment un espèce de déséquilibre. Il y avait un sentiment. Il y avait des sentiments. Il y avait des sentiments. Moi envers lui, lui envers moi. Je
pense. Et aussi, Aurel s'est senti, je me permets de parler en ton nom, mais je pense que tu t'es senti aussi tellement flatté Complètement. que tu jouais un petit peu avec ses sentiments. Absolument. Et il savait très bien, Aurel, que lui avait des sentiments pour Aurel, mais Aurel se disait c'est pas grave, on va passer outre et puis on va continuer de faire du cul comme si de rien n'était. Ouais, j'avoue, il va m'écouter. Hein. Mais bon, vraiment, j'avais le sentiment de me dire, waouh, je suis désiré. Vraiment, ce truc, je plais, quoi. C'était vraiment un truc qui était quand même hyper agréable à avoir ça. Et j'avais des sentiments aussi pour mon collègue. Donc je me suis dit, ouais, il y a une alchimie en plus. Mais c'est vrai que on allait se marier, on était mariés à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est vrai que on rentre dans une phase un peu floue dans notre relation. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, vers où on va? On avait même des discussions sur le trouble. Ouais, sur le trouble, sur le polyamour. On s'est posé des questions assez profondes là-dessus. Sur ça. Vous êtes demandé si c'était pour vous. Ouais, on s'est posé la question. Mais en même temps, il y avait, en tout cas pour le collège, je pense qu'il y avait c'était pas à 3. Je comprends. Je suis un peu perplexe parce que de l'extérieur, mais je suis pas du tout étonné, hein, on a tous des rapports à nos corps, etc. Mais de l'extérieur, je te mettrais plutôt dans la catégorie, tu vois, si on était dans une hiérarchie de la beauté telle que validée par nos sociétés, pour moi, tu remplis une série de cases. Tu ne défies pas les normes, tu rentres dans plein de cases que plein de gens aiment. Et je peux aussi te dire que tu es très beau. C'est de manière moins robotique, mais j'avais envie un peu de prendre une distance et de dire, mais attends, en 10 ans, je suis étonné qu'il n'y ait pas plein de gens qui t'aient exprimé leur désir. Oui, bah après, si tu ne vas pas aller rechercher... si tu ne vas pas rechercher... Pas d'application, pas de Internet. Rien du tout. Jusqu'à il y a 10 ans, non. On a commencé à partir de... C'est ça. En fait, c'est là où il y a eu un avant, un après ce plan cul à 3. C'est bizarre de réduire juste ça à un plan cul. En tout cas, cette relation, ce presque trouble. Parce que c'est ça qui a déclenché aussi chez Aurel, je pense, le fait de se dire, allez, on est prêt, on peut aller plus loin, on peut recommencer avec d'autres mecs. Mais moi, c'était, je suis prêt avec Harry. C'est qu'à ce moment-là, ça nous a ouvert sur les plans A3, et je me dis, waouh, c'est génial, putain, c'est génial, je vais faire du sexe avec Harry et une autre personne. Donc c'est là où ça nous a ouvert vraiment ça m'a toujours pas donné envie d'aller moi seul rencontrer des gens. Ok. Voilà. Alors qu'aujourd'hui c'est le cas. Alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus le cas. Un peu plus. Un peu plus. Ça reste très anecdotique quand même. C'est plutôt rare. Principalement, je fais du sexe avec Harry, avec une tierce personne, et de temps en temps, seul avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et de 0 à 10, tu dirais que ton amour-propre, ton estime de toi est à combien ? 0 étant, tu t'aimes pas du tout, tu te détestes, tu penses que des mauvaises choses de toi, autant corporelles que psychologiques. Ouais, je 8. Ah oui. Ouais. T'aurais dit combien, toi, Harry ? Moi, j'étais en train de me dire 6 ou 7 pour moi. Et pour Aurélien, tu penses qu'il allait répondre quoi ? Je pensais pas qu'il allait penser 8. J'aurais dit 7. 7 ou 8. Toi, tu te trouves beau. Alors, je me trouve pas beau. Enfin, je dirais pas que je suis beau, même si je me dis que je suis pas moche. Enfin, tu vois, je me dirais plus que je suis pas moche que beau. Ouais. Je qualifierais. Voilà. Après... quand j'ai quelqu'un, Harry, il me dit « Ah, t'es beau », forcément, au bout d'un moment, tu te dis, bon, s'il le dit, il doit le penser quand même. Donc, je dois pas être si moche que ça. En fait, ce que j'essaye d'enquêter, c'est que d'un côté, tu me dis « Mais moi, j'étais heureux » et j'ai envie d'entendre ça et je remets je remets bien sûr en question tout ce que tu dis, c'est mon métier. Mais j'entends. Bah ouais, j'étais heureux, j'avais du sexe avec mon amoureux, j'avais pas besoin d'aller voir ailleurs et tout. Mais en sous-texte, j'ai sans cesse tes mots. Et ton choix de mots m'indique quand même que tu t'aimes pas trop, que tu as peur de pas bien faire, etc. Et j'essaye d'enquêter sur savoir, est-ce que c'est un vrai choix encore aujourd'hui quand tu dis, moi, les rapports sexuels sans Harry, c'est anecdotique, c'est rarement. Ouais. À nouveau, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est un choix parce que tu es heureux comme ça, et point final, ou est-ce que c'est encore les petites voix, c'est encore les petits blocages qui t'empêchent ? Non, je pense que c'est un choix. Okay. Enfin, je suis heureux comme je le suis, comme je vis. Et je pense que j'ai pas une recherche
du sexe. Enfin, j'aime le sexe, on est d'accord, mais je suis pas en recherche. C'est pas quelque chose qui m'alimente. Ouais. Je suis pas en me dire tiens, je suis pas sur Grindr tout le temps. Enfin, c'est de temps en temps, rarement. Je suis pas vraiment en recherche d'avoir un plan cul. Déjà, c'est pas quelque chose qui m'attire, le plan cul. Clairement, c'est pas quelque chose qui non. Oui, c'est ça. Donc, quand tu dis je m'expose pas et je recherche pas dans notre couple ouvert, toi, tu te dis c'est plutôt un choix. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, Je suis pas convaincu. Et en fait, la raison, ce qui me met la puce à l'oreille, et je te dis ça pour te provoquer, hein, et je te remercie de rigoler parce que bien entendu que je suis personne pour te dire tu fais bien ce que tu as avec ta vie. C'est pour ça que je dis probablement, parce que peut-être que je me trompe sur moi-même. Et peut-être. En fait, j'ai la petite puce à l'oreille parce que tu dis moi, j'ai pas envie d'être tout le temps sur Grindr. En fait, non, c'est pas que j'ai. C'est que ça. J'ai pas envie. Et tu dis le plan cul c'est pas pour moi. En gros, tu réponds à ma question en disant ce que tu veux pas, et moi dans ma tête je suis là. Bah oui, du coup fais pas ça. Enfin, du coup pourquoi est-ce que t'investis pas ton énergie à l'endroit qui est juste pour toi et qui du coup apparemment n'est ni sur Grindr et qui n'est pas dans des plans cul directs? Ben je l'investis dans mon couple, enfin dans la relation que j'ai avec Harry et dans ce qu'on fait sexuellement. Là oui, on est plus dans cet épanouissement-là, cette recherche-là. Mais souvent, quand je parle, par exemple, le plan... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un plan cul pour la première fois seul avec Harry. Il n'y a pas très longtemps. Sans Harry, sans Harry. Je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Pour me dire, ok, comme si ça avait débloqué nos vacances là, en Thaïlande, m'avait débloqué en me disant, tiens, je vais tenter. Je me connecte, application, Grindr, clac. Et, attends, qu'est-ce qu'il y avait dans ton cerveau au moment où tu dis tiens, je vais tenter? Il y avait du désir, il y avait de l'excitation. L'excitation de dire est-ce que vraiment le plan cul, ça me correspond ou pas? Okay. Vraiment, tiens, je vais essayer ce qu'on me raconte, ce que j'entends, de me dire je me connecte, je rencontre quelqu'un. Alors en plus, j'ai pas vraiment fait comme ça parce que j'ai rencontré, 4 jours après, on avait pris rendez-vous, on a été d'abord au restaurant et après, on a fait du sexe. Donc, c'était pas vraiment j'arrive chez toi et sans ce que je peux entendre des fois, ce qu'on me propose, c'est vraiment pas quelque chose qui m'atterre. Le plan cul direct, le plan cul, pas de bonjour. Non merci, ok, ouais. Voilà, ça, tu l'as pas fait. Je pense que je suis pas encore capable d'atteindre cette étape-là. Mais voilà, c'était juste pour la première fois, j'avais fait un plan. Mais à nouveau, ça me titille ta réponse. Je ne suis pas encore capable et tout. Mais en fait, genre, en gros, attends, laisse-moi terminer. Moi, dans ta réponse, ce que j'entends, c'est que tu as des normes dans ta tête. Non, mais moi, je n'ai pas envie de faire un plan cul direct sans blabla et je n'ai jamais envie de devenir capable de le faire. Et tu vois ce que je veux dire? Ta réponse, j'ai l'impression que moi, j'aurais envie que tu te positionnes à partir du mes joies, j'ai envie de quoi. Et là, tu es plus en mode combattant de bon, puisque tout le monde le fait, allez, je vais y aller. Mais ça, c'est sûr que ça va mal se passer. Non, en fait, c'est exactement ça. Je me dis. Il y en a qui le font, pourquoi j'essaierais pas? Mais on s'en fout. Toi, dans ton petit cœur, quand tu penses à d'autres gens que Harry, t'imagines quoi dans ton petit cœur? Si jamais il pouvait y avoir un truc super, un joli moment, il ressemblerait à quoi? Donc, tu veux dire quoi? Sexuellement, sensuellement, ce que tu veux. Je te décrive une scène que j'aurais avec quelqu'un... Qui te mettrait vraiment en joie, ouais. Ah, je sais... Alors là, c'est... qu'est-ce qui me mettrait en joie? C'est un peu bizarre comme question quand même, j'avoue. C'est absolument pas bizarre. C'est pas du tout bizarre, je suis d'accord. En fait, c'est pas trop la question. C'est tout carrément répondre. Non, mais c'est toute la différence. La question, excuse-moi, j'imagine Guillaume veut te poser la question sur ton désir. C'est quoi le désir que tu aimerais avoir en dehors du couple? Ah oui. Une situation idéale, tu vois. Et ce silence, il est super important. C'est ta clé. Parce que là, pour le moment, tes réponses, si je puis me permettre, et je me permets, elles partent de la norme et de l'histoire commune. Oui. Donc ça, c'est l'horreur. En gros, tu regardes les autres et leur comportement. Mais je le sais, que je regarde les autres et la norme. Et souvent, quand je regarde comment on est, je me dis, on n'est pas entièrement dans les codes que j'entends, que je vois, que je lis sur...
Je lui dis, c'est vrai qu'on n'est pas toujours. Mais est-ce que c'est. Mais on n'a pas besoin. Je sais. Mais surtout, en fait, il y a deux choses. Un, les récits que tu entends sont biaisés. Il n'y a personne qui est épanoui et tout le monde. Mais il y a des gens qui sont très heureux en ce moment et je suis sûr. Mais ce qui fonctionne pour eux ne va pas fonctionner pour toi. Et surtout, c'est bien plus compliqué que ce que les récits qui te parviennent. Deuxièmement, cette culture homosexuelle que tu peux peut-être lire dans certains articles ou certains films, elle est extrêmement parcellaire. Genre, il n'y a pas assez de médias, et puis vous êtes sur un podcast, donc il n'y a pas un épisode sur mon podcast qui se ressemble. Aurélien, tu les as presque tous écoutés. Je n'ai pas écouté les derniers, il faut reconnaître. C'est le moment où je te remets ton étoile d'or. Non, étoile d'or, j'aurais peut-être pas dû choisir ce symbolique, quoi. Excuse-moi, Harry. Non, mais c'est trop important. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis un peu battu là avec toi, c'est que ça m'importe même au-delà de toi, ça m'importe pour moi. Moi aussi, je glisse, je me compare. Et du coup, j'exige que mon désir ressemble à ceux des autres. Et tu peux pas nous empêcher de nous comparer. Mais je ne t'empêche rien. Toi, mais je te challenge un peu en me disant non, parce que moi, j'ai l'intuition que pour toi, il y a peut-être du tantra, il y a de la caresse, il y a de la douceur. Il y a certainement pas du plan cul Grindr, mais il y a plein de choses qui peuvent s'écrire. Et à nouveau, la question de la liberté qui est magnifique, c'est de dire mais attends, si on est heureux en couple monogame et ou en couple que à deux et ou en couple comme on veut, mais il n'y a pas à devoir être en recherche de sexualité, attention. Mais j'aimerais qu'on décide de ne pas rechercher la sexualité en dehors du couple, une fois qu'on a été libre de le faire et qu'on s'est dit, tiens, de quoi je rêve, à quoi ressemble mon désir. Et quand on a du mal à mettre en mots son désir, mais c'est la super belle première étape, de se dire, si j'étais libre, si je m'autorisais à laisser venir le désir, si je construisais exactement ce que je voulais, même si plein de gens me diraient, ah mais je ferais quoi ? Peut-être qu'il n'y aurait pas d'éjaculation, il n'y aurait peut-être pas de génitalité, ça serait peut-être juste un massage. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, le tantra. Voilà. Je m'imagine, si j'étais pas avec Harry, je m'imagine ce que je ne fais pas avec Harry, je le ferais avec quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, ce serait plus ça qui m'intéresserait. Dans le sens, j'aimerais découvrir la pénétration à plusieurs personnes. Qui pénètre qui ? Me faire pénétrer. Okay. Je pense que ce serait ça ce que je ne fais pas sexuellement avec Harry. Ok. Ou quand on est ce serait peut-être plus ça qui m'intéresserait de faire en dehors de. Et est-ce que tu peux me dire deux mots des conditions de sécurité ? Déjà, il faut que je connaisse la personne. Ouais. Déjà. Pour être bien. C'est sûr, il faut que je connaisse la personne. Ça veut dire que tu l'as vu plusieurs fois. Que je l'ai vu plusieurs fois, je sais peut-être pas, mais au moins que j'ai dit. Déjà, feeling, tout de suite. Déjà, si on a rigolé, ça m'a fait rire, c'est déjà un bon début. Ok. Donc on prend un café d'abord. On prend un café d'abord, on a discuté. Et voilà, on a créé un lien qui fait que tu m'excites et on s'est chauffé, quoi. On a la drague, tout ça qui nous permettrait de faire augmenter l'envie, le désir. Ouais. Et à ce moment-là, je me dirais on pourrait passer à l'étape de dessus et qu'est-ce qu'on aimerait faire. Donc tu veux te sentir bien, tu veux te sentir en sécurité. Il y a une autre clé que j'entends et que je trouve délicieuse parce que c'est un sacré challenge. Tu as dit on se chauffe. Ouais. Ça veut donc dire que dans ta posture initiale de moi je vais pas chercher, on va être obligé de... À partir du moment où tu as lancé l'hameçon, j'y réponds. Voilà, je vais répondre Oui, à mon absent, à moi. C'est ça. Ouais. Tu t'as commencé à me chauffer, je te chauffe, on s'auto, on alimente le feu, quoi. T'es à l'aise de te rendre vulnérable si l'autre s'est d'abord mis vulnérable. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Merci de ces petits partages de désirs. T'en penses quoi de mes intuitions et de mon petit secouage ? Non, mais tu peux dire que c'est de la merde, hein. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ça me fait réfléchir parce que je suis pas quelqu'un qui me pose souvent ce genre de questions sur moi-même. Donc, Harry. Moi, je souris depuis tout à l'heure parce que je vois Aurel aussi, en effet, être bousculé parce qu'il n'a pas l'habitude de se poser plein de questions. Dans le couple, je crois que c'est plutôt moi qui me pose plein de questions. Et ça me fait sourire parce que je te connais aussi. Tu aimes bien aller un petit peu plus dans les détails pour savoir qu'est-ce qui va pousser l'autre à faire certaines actions. Et donc, c'est intéressant. Je pense qu'après le podcast, on en reparlera. C'est intéressant.
Je me permets, mais en plus, comme tu as écouté tous les épisodes, je me dis que tu serais pas là si t'aimais pas ma façon. Non. J'aime bien être bousculé, ça me dérange. Non, mais j'ai pas envie de nous bousculer. Je pense que je me parle autant à moi qu'à toi, Aurélien. Oui, parce que je trouve que c'est vachement puissant ce que tu dis et vachement important. J'ai envie de mettre en lumière le fait que on crée des espaces de sécurité qui sont importants. Et donc, être bousculé, ça veut dire sortir cet espace de sécurité. Et notre cerveau, il est quand même fait pour nous défendre et pour nous mettre loin du risque. Donc, dans ces cas-là, mon cerveau, il a absolument pas envie de bouger. C'est pour ça que je me compare et que je vais être dans la norme, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai envie d'aller dans des comportements que les autres font. Comme ça, je me dis que je serais pas exclu de la tribu et que, tu vois, mon cerveau un peu primaire... Mais je crois que moi, mon élan, c'est plus... Ah ouais, mais moi aussi, je suis Aurélien. Moi aussi, en fait. Au lieu d'arriver à mettre des mots sur mon désir, je dis ce que j'ai pas envie de faire ou je dis... et moi aussi, je trouve que c'est compliqué, en fait, d'arriver à s'inventer en étant libre des autres. C'est-à-dire... tiens, moi, j'ai mis 1000 ans à assumer que j'aimais qu'on me touche les tétons. Ah oui. Mais un de ouf, je trouve que c'est un exemple ultra concret et c'est pas du tout un changement de sujet, c'est que... N'est-ce pas ? Pourquoi tu dis n'est-ce pas, Harry ? Non, c'est pour d'autres. Moi, ça me fait rien du tout. Mais Et toi, Aurélien, tu aimes aussi ? Non, on peut. Okay. J'ai pas encore trouvé la personne qui va me. En fait, moi, je vais au bout. Le récit, c'était non, mais c'est un peu ridicule. Je vais pas demander à quelqu'un de venir chez moi. Bon, c'est un peu binaire ce que je dis, mais simplifié. Mais je vais pas dire à la personne, si t'as juste à me caresser le téton. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui se passent, c'est pas le bon schéma, c'est pas... Et donc j'avais comme ça une bataille où moi mon désir, déjà j'ai eu du mal à le verbaliser, puis une fois que je l'ai verbalisé, j'étais là. En plus c'est un peu la honte, et puis non, tu vas pas dire à quelqu'un... Et donc ça, je me vois vachement en toi, et je pense que dans le chemin d'épanouissement, sortir de la comparaison et s'autoriser à s'entendre, c'est dur. Mais c'est dur, mais si, on a 20 ans de couple, 20 ans de sexualité avec Harry... On a toutes nos habitudes. Toi, tu te dis, tiens, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais faire alors que ça marche bien, ce qu'on vit. Est-ce que j'essaie autre chose ? C'est un peu. Oui, quel prix je paye à sortir de la sécurité. Je me rends compte que j'ai souvent été dans ton cas à le titiller justement sur ce qu'il désire et notamment des pratiques sexuelles qu'on a tentées, notamment quand on est parti dans un sauna. C'est exactement ce que je vais rebondir dessus. Oui, là on va partir aussi dans un festival où il y aura pas mal de sexpo. On a déjà été dans un autre festival aussi sexpo où il n'était pas forcément à l'aise. Et souvent, je l'amène sur des nouveautés. Et peut-être que Aurélien, tu veux faire un peu comme tout le monde et tu t'obliges, peut-être, je sais pas. Non, après, mais régulièrement, il n'est pas à l'aise dans les milieux dans lesquels on va. On va en parler dans la partie 3 de l'épisode. Du témoignage. J'ai essayé de trouver une manière de nous arrêter. C'est moi-même, moi qui suis... j'ai glissé. J'avais envie de dire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je connais mon collègue québécois, parce que comme je pars moi au Québec en août et septembre, d'ailleurs les auditeurs qui écoutent, qui connaissent des gens au Québec ou qui sont eux-mêmes québécois, je vais faire un road trip dans tout le Québec. Donc, magnifique. Et du coup, je demande de l'aide, c'est activeopassif.com/Québec, un appel à témoignage pour que j'enregistre des épisodes avec des Québécois. Et donc, gentiment, Aurélien, tu m'as connecté avec lui et on discute. Donc, et ça serait très chouette que si mon collègue le désirait, qu'il témoigne lui-même. On verra. Ce serait cool. C'est en préparation. Enfin, sur son chemin à lui, pas sur vous du tout. Il doit parler de nous, mais bon. Il a le droit. Rendez-vous dans l'épisode 3. Merci. Ok, merci. Petite pause pipi. Yes. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast activeopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, activeopassif.com/don. D-O-N.
Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.